Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au lancement du Responsible Mining Index 2022. Nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Nous allons partager certaines des observations de l'indice de cette année et entendre les points de vue d'intervenants de haute relevée et nous vous entendrons aussi. Donc n'hésitez pas à partager vos questions. Nous avons plus de 1000 participants inscrits issus de près de 100 pays différents. Donc nous vous remercions sincèrement d'être à nos côtés aujourd'hui et nous avons hâte de vous entendre. Je m'appelle Ed O'Keefe et je vais modérer ce webinaire. Alors je suis directeur auprès de Synergy Global Consulting. Nous sommes partenaires de la Responsible Mining Foundation pour mettre en place cet indice. Alors tout d'abord, quelques considérations pratiques pour le webinaire. Vous disposez de l'interprétation en 5 langues, anglais, français, espagnol, russe et chinois. Alors pour sélectionner la langue, il suffit de cliquer sur le globe et de choisir la langue que vous souhaitez. Ça se trouve en bas de l'application si vous avez un ordinateur et en haut à droite dans le menu plus ou 3 petits points si vous avez un smartphone. Alors, vous pouvez cliquer droit sur la vidéo des participants et cliquer trois petits points pour cacher les participants qui n'ont pas de vidéo pour faciliter la vision de ce webinaire. Alors, si vous souhaitez envoyer des questions, n'hésitez pas à envoyer la fonctionnalité questions-réponses de Zoom en bas de l'application sur un ordinateur et en haut à droite si vous utilisez un téléphone intelligent. Et donc, nous tenterons de répondre aux questions si nous avons suffisamment de temps. Allez, commençons si vous le voulez bien. Alors, je me souviens très bien d'un moment lorsque l'on a mis en place ce RMI. L'arrivée des premiers résultats, début 2018. Cela faisait des mois que nous travaillions dur, que nous effectuions des recherches d'arrache-pied et nous examinions encore les résultats. C'était toujours en double aveugle pour éviter les biais. Donc nous ne voyions pas les noms des entreprises. En fait, on avait remplacé les sites par des albums de Chuck Berry et de Pink Floyd, rendez-vous compte. C'est une tradition que l'on observe toujours dans cet indice. En des temps bien difficiles, il semblait bien difficile de mettre en place un indice qui évalue des entreprises partout dans le monde sur toutes les questions d'ESG pour parvenir à les comparer compte tenu de la diversité des matières traitées, de la propriété, structure de propriété de l'entreprise, etc., sur la base d'informations publiquement disponibles et sur la base de méthodologies accessibles publiquement. Beaucoup de sang, de sueur et de larmes ont été consentis pour y parvenir, mais le résultat en valait la peine. Nous avons pu surveiller, réaliser les performances dans les divers volets. Et comme vous le voyez sur le rapport aujourd'hui, ces résultats sont vraiment très intéressants. Nous savions également en 2018 que ces résultats n'étaient que la première étape. Ce n'était que le début. Nous cherchions à mettre en avant les améliorations, mettre en avant les bonnes pratiques aussi. Donc, il est important de partager les changements enregistrés dans le temps. Outre les premiers résultats. Alors, si vous êtes passionné, vous avez peut-être approfondi la méthodologie de l'indice, vous la trouverez sur le site du RMF, et vous avez probablement remarqué que certaines des mesures commencent par le mot euh, données contre cible et sur des périodes successives. Donc en fait, il s'agit de montrer si l'entreprise a réalisé des progrès d'une année à l'autre. Alors maintenant, nous allons pouvoir nous pencher sur la performance passée et sur la performance actuelle en passant par les diverses années de progression. Il est important cependant de ne pas se cantonner à 6 ans. Cet indice a pris en considération les progrès réalisés il y a 20 ans dans le secteur minier, lorsque ce secteur était confronté à une grande crise avec la société.
Et en fait, les principales parties, cet indice, remontent à ces 20 dernières années. Hem, les, principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de la personne, toutes les parties en réalité, du rapport, tirent leurs racines de cette époque. Avec, ce rapport, aujourd'hui, nous en sommes à une situation où nous pouvons prendre du recul et examiner les progrès réalisés dans le temps au cours des 20 dernières années. Alors, à l'occasion de ce webinaire, nous voudrions répondre à quelques questions. Que peut-on apprendre des changements insufflés dans le temps qui découlent de l'indice? Et quels sont les défis auxquels il convient toujours de répondre et quels progrès doivent être réalisés à l'avenir? Quelles pratiques, bonnes pratiques, vont nous permettre également de relever ces défis? Alors pour tenter de répondre à ces questions, j'ai à mes côtés des intervenants de renommée qui vont pouvoir nous partager leurs expériences dans leurs propres organisations, nous donner leur point de vue, expérience qui s'étale sur plus de 20 années. Nous avons Elisa Peter de Publish What You Pay, Tania Janeva, Chedeva de Polyméthane, Glenn Ampufani d'Industrial, et Luc Zandvliet de Triple R Alliance. Aussi, Rotiesh Dawan de l'ICMM. J'ai hâte d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Mais avant de commencer, je voudrais présenter la directrice de la Responsible Mining Foundation, Hélène Piaget, qui va partager avec nous certaines des principales conclusions. Hélène, est-ce que vous pourriez rallumer votre vidéo? C'est la 3e édition de ce rapport, Hélène. Quelles sont les principales conclusions? Qu'est-ce qui ressort pour la fondation, pour la Responsible Mining Foundation, après 6 années d'évaluation ESG? Hélène, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci Ed. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un très grand plaisir de pouvoir lancer cette discussion sur la situation actuelle de l'industrie minière responsable en partageant le rapport 2022. Alors, un petit instant, si vous me le permettez. Alors, pardonnez-moi, c'est la technologie qui était un peu récalcitrante. Alors, avant de nous pencher sur les résultats du rapport, il est bon de nous rappeler quelques éléments contextuels. Pourquoi nous sommes-nous confrontés sur l'exploitation minière responsable? Nous savons aujourd'hui que l'exploitation minière est indispensable. La transition énergétique en est un exemple tout à fait illustratif. Mais il y a une tension constante entre les besoins de la société pour les produits issus de l'exploitation minière et l'impact nocif, nuisible, susceptible d'être causé et causé par l'exploitation minière. Donc il y a un conflit d'intérêts dans la société, un conflit de conscience aussi en matière dans le cadre de l'exploitation minière. Le rapport démontre comment un échantillon d'entreprises répondent aux attentes en matière d'économie, d'environnement, de société et de gouvernance de la société. Ces entreprises peuvent montrer les progrès réalisés sur les politiques et les procédures en matière de ESG. Ces entreprises peuvent dans le même temps cependant engendrer des nuisances pour les populations et l'environnement de nombreuses manières. Donc, nous posons toujours ces questions quand nous tentons de promouvoir l'amélioration continue. Pour quelles raisons la RMF et tant d'autres ont travaillé à la normalisation de l'exploitation minière responsable? Eh bien, en raison des problèmes graves susceptibles d'être générés par l'exploitation minière. Le périmètre de notre rapport. Il couvre 40 grandes entreprises d'exploitation minière qui représentent plus ou moins 30% de la valeur de la production mondiale. Ces entreprises sont responsables de 1000 sites miniers dans 43 pays et reprennent des entreprises d'État, des entreprises privées, mais aussi des entreprises cotées en bourse. Vous verrez également que nous avons également couvert 250 sites miniers. Il s'agit de sites qui ont été sélectionnés dans les sites miniers de tous les pays et de toutes les entreprises concernées, bien entendu. Pourquoi en avons-nous sélectionné?
Pourquoi nous sommes-nous particulièrement penchés sur les détails de ces sites miniers? Parce qu'ils comptent, bien entendu. Parce que c'est là que les principaux dommages peuvent être infligés aux personnes et à l'environnement. Là où l'impact du changement climatique est très clair. C'est là qu'il faut voir si les systèmes entrepreneuriaux sont mis en œuvre tels qu'escomptés dans le cadre des activités. Alors, le cadre thématique, voici à quoi il ressemble. Il est repris dans le cadre du RMI, donc de l'indice. Vous le retrouverez également sur le site internet. Les domaines thématiques couverts sont les 6 encadrés à gauche de l'écran. Le développement économique, la conduite des affaires, la gestion du cycle de vie, le bien-être des communautés, les conditions de travail, la responsabilité environnementale. À droite de votre écran, que constate-t-on? Que voit-on? Nous fournissons également des informations sur plusieurs questions transversales intégrées dans les domaines prioritaires, les droits de la personne, le genre, la prévention des dommages et le changement climatique. Quels sont les résultats? Eh bien, oh, il est bon de noter, comme observation générale, que l'on perçoit encore des améliorations. Cela avance dans la bonne direction, même si cela a ralenti en 2022. Les résultats généraux pour 2020 ont montré une hausse générale de 16%, donc une amélioration de 16% par rapport au rapport de 2018. Plus que 11% pour 2022. Donc, c'est un ralentissement, comme je l'expliquais. La plupart des entreprises ont enregistré des bénéfices. On ne peut dès lors pas uniquement attribuer ce ralentissement à la pandémie. Donc, il faut poser des questions sur ce ralentissement. Vous voyez ici que chaque barre représente l'une des 40 entreprises examinées dans le cadre du rapport. Il s'agit ici de la dynamique d'amélioration. Les entreprises les moins performantes, à droite, une hausse de 41% par rapport aux derniers résultats. C'est vraiment très encourageant, il convient de le souligner. Les entreprises qui ont les meilleures performances à gauche du graphique n'ont une amélioration que de 8% en moyenne. Alors c'est très clair, les entreprises retardataires sont en train de rattraper leur retard. Ce n'est pas uniquement des engagements, c'est également une question de mesure d'application de ces engagements. Dans le même temps, il convient également de se demander si les entreprises les plus performantes ralentissent en matière de pratiques d'exploitation minière propices. Estiment-elles qu'elles en font suffisamment? Y a-t-il une certaine lassitude vis-à-vis des ESG ou ne sont-elles pas suffisamment remises en question par les investisseurs et les organismes de réglementation? On se demande finalement. Alors, quand on regarde les parties verticales au-dessus de ces barres, c'est très clair. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour satisfaire les attentes de la société en matière d'exploitation minière durable. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du site minier. La conclusion la plus intéressante, c'est le manque d'informations désagrégées au niveau du site minier. Nous avons identifié 15 éléments élémentaires qui touchent les travailleurs, la communauté et l'environnement. Il y a 4 types de résultats qui sont liés donc à l'écran, qui sont liés à l'emploi local, la qualité de l'eau, les doléances de la communauté et la sécurité des travailleurs. Il y a plusieurs points. Ils représentent chacun un site minier. En gris, on montre là où il n'y a pas du tout d'information, pas de preuve d'information, de communication, de participation avec les travailleurs sur ces questions pourtant ô combien importantes. Ce n'est pas nouveau. L'emploi local, très souvent, est la motivation derrière les acteurs sociaux. Il convient dès lors de partager des informations là-dessus pour savoir comment on évolue. Voici une vue composite, un affichage composite montrant les informations manquantes. Chaque barre représente l'un des 250 sites miniers et tout à droite du transparent,
Il y a une lacune, il manque des informations et c'est 60 sites miniers qui ne fournissent aucune information sur ces 6 questions. Donc, il y a une disparité entre les systèmes d'entreprise déclarés et la mise en œuvre systématique de ces mesures au niveau opérationnel. Les entreprises nous disent encore et encore que la confiance est la question la plus importante pour l'exploitation minière. C'est déjà notre troisième rapport. Et même si nous avons identifié les attentes en matière de reporting, nous voyons des résultats toujours assez faibles. Il y a une question brûlante que le secteur en fait devrait se poser. Elle devrait se pencher sur l'efficacité de ces systèmes d'établissement de confiance et de limitation des risques qui sont tellement importants pour leur réussite. Voyez ici l'écart qu'il faut encore combler pour parvenir à une satisfaction totale. Voici une autre manière de percevoir les résultats. Vous voyez 3 domaines de mesure qui sont utilisés dans le cadre de l'évaluation. Engagement à gauche, niveau politique, donc l'action, c'est la mise en œuvre de ces engagements, et puis l'efficacité. Il s'agit du suivi des performances et des actions rectificatives mises en place, ce que l'on a déjà évoqué tout à l'heure dans l'introduction. Chaque barre reflète l'une des entreprises concernées et nous voyons que les résultats en matière d'engagement sont assez respectables. Donc ce sont des engagements pris pour atteindre les attentes de la société. Un engagement, ce sont des indicateurs limités et la plupart des indicateurs se retrouvent dans les domaines action et efficacité. Et c'est là, bien entendu, que l'on enregistre les performances les plus faibles. Alors, il n'y a pas forcément des preuves de mise en œuvre réelle et pas non plus de preuves d'un suivi effectif de l'efficacité. Il est très clair que les entreprises peuvent encore en faire bien davantage dans leur gestion des ESG. Alors, les points les plus importants de ce rapport dans le rapport de synthèse qui se trouve sur le site, mais aussi sur tous les détails que vous trouverez sur le site du rapport. On ne peut aborder tous ces détails qu'en ne mentionnant quelques points importants ici à l'occasion de ce webinaire. Alors, nous notons avec grand plaisir que nous avons vu une attention croissante à la divulgation des données sur les questions liées à l'ESG au fil des dernières années. Avec chaque édition du rapport, il y a de plus en plus de documents. Cette fois-ci, plus 45%, 6500 documents qui ont dû faire l'objet de l'évaluation. En outre, vous trouverez toutes ces informations sur la bibliothèque, sur le site internet que vous pourrez utiliser. Donc c'est une hausse du volume du document. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il y a eu autant d'améliorations dans le résultat et les réussites de l'entreprise. Et donc, il convient de se poser des questions sur le volume de rapports, de données mises à disposition par rapport à la valeur de ces informations. Nous voulons mettre en avant un exemple. Une entreprise a publié son premier rapport d'évaluation durable. Donc, c'était un grand effort qu'il convient de saluer, mais nous attendons à ce qu'il y ait davantage de progrès à l'avenir. Les droits de la personne. Nous demeurons stupéfaits de voir des résultats aussi faibles, en dépit du fait que chaque entreprise publie aujourd'hui des engagements en matière de droits de la personne. Nous avons aussi entendu les principes directeurs des entreprises et des droits de la personne qui existent depuis une décennie. Le score moyen est de 22%. Le meilleur résultat n'est que de 53%. Peu de changements, malheureusement, au cours des 6 dernières années sur les 3 derniers rapports. Donc. Alors, à présent, les défenseurs des droits de la personne, l'accès à la terre et de l'eau, le résultat moyen n'est que de 15%, même si cet indicateur ne mesure uniquement que l'attachement à respecter les droits de ces personnes. On ne mesure même pas l'action.
On voit ici qu'une entreprise est parvenue cependant à obtenir un résultat de 100%. La moyenne est bien plus faible, malheureusement. Vu le nombre d'attaques, les assassinats également de défenseurs dans de nombreuses régions, le manque d'attention prêtée à cette question par le secteur nous trouble quelque peu. Allez, continuons, passons au climat. Les questions en matière de climat, euh, les résultats en matière de climat étaient attendus, vu la tension croissante prêtée aux questions climatiques dans le chef des entreprises. Cependant, le meilleur résultat n'est que de 51% et 20% pour la moyenne. Et vu l'attention prêtée, on s'attendrait à voir une amélioration considérable dans ce résultat au cours des années à venir, cependant. L'eau. C'est une autre question pour laquelle nous ne voyons que peu de changements. Alors, vous vous souviendrez de cet affichage depuis le dernier rapport, nous avions mis en exergue des informations similaires. Alors, en matière de quantité, le matériel, le support, nous avons bien davantage d'informations. Euh, En revanche, pour la qualité, qui est bien plus importante pour les utilisateurs finaux, il y a moins d'informations. Cette disparité entre la quantité et la qualité n'a pas fortement évolué au cours des 3 derniers rapports. L'eau, pourtant, est essentielle pour la vie et dès lors, elle devrait être traitée avec plus grand respect. La pandémie. Bien entendu, c'est une question qui est sur le bout de toutes les lèvres. La pandémie a commencé début 2020. Dès lors, nous avons été surpris de voir qu'il y avait très peu d'informations d'entreprises mettant en place des systèmes proactifs pour réagir aux pandémies et aux épidémies de maladies fortement contagieuses de manière systémique. Alors, bien entendu, il y a des exemples admirables que l'on entend de temps à autre, mais ce n'est pas encore intégré de manière systémique dans les structures d'entreprise. Alors, à présent, le genre. Des recherches récemment publiées sur cette question démontrent que les femmes et les filles sont disproportionnellement touchées par les questions par l'exploitation minière. Soit en tant que travailleuse, soit en tant que membre de la communauté. Il semble que les entreprises semblent se soucier à la question du genre pour la diversité uniquement au niveau du conseil d'administration. Il reste encore beaucoup de marge de manœuvre, surtout compte tenu de l'impact au niveau local et également du nombre croissant de femmes qui travaillent au sein des entreprises minières. Enfin, dernière question que nous voudrions mettre en exergue. La transition juste. Ce concept retient une attention croissante. On commence à comprendre de plus en plus ce que cela signifie, ce que cela implique, tout particulièrement dans le cadre de la transition énergétique et de la fermeture de sites charbonniers. Rares sont les entreprises qui ont des plans pour l'après, en collaboration avec d'autres acteurs et travailleurs touchés. C'est un domaine qui retiendra probablement bien plus d'attention à l'avenir, du moins c'est ce à quoi nous nous attendons. Alors qu'est-ce que cela implique pour l'avenir de l'exploitation minière? Les entreprises savent ce qu'elles doivent faire. Il y a énormément d'orientations, de bonnes pratiques également qui sont déjà disponibles et ce rapport met en exergue bien d'autres pratiques qui ont été identifiées dans le cadre du processus d'évaluation. En réalité, 37 des 40 entreprises ont atteint au moins l'un des meilleurs résultats pour au moins un indicateur. Donc nous voyons un rôle moteur dans le chef de ces entreprises. Ce n'est pas uniquement quelque chose que nous voyons chez certaines entreprises. Toutes les entreprises se sentent concernées. Alors nous nous demandons souvent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour normaliser ces bonnes pratiques? Et quels sont les vecteurs d'action aussi. Donc je voudrais terminer en mettant en exergue un élément. Les recherches réalisées au cours des dernières années nous ont démontré qu'il y avait 3 vecteurs principaux d'action. Alors tout d'abord,
des exigences contraignantes, des réglementations et des législations édictées par des gouvernements, des organismes régionaux, des institutions multilatérales ou des institutions mettant en place des obstacles à l'entrée et fixant certaines normes. Deuxièmement, la réaction des entreprises et des organismes de réglementation face aux catastrophes et aux scandales. Nous les voyons défrayer la chronique de temps à autre et cela débouche souvent sur des actions radicales et sur des intentions d'atténuer ce genre de risque et d'améliorer la donne à l'avenir. Ensuite, les derniers vecteurs d'action, le leadership des entreprises et de leurs associations qui exercent leur liberté de choix, d'agir, de faire la bonne chose pour les parties prenantes, pour les actionnaires, pour travailler à un secteur minier responsable. Les entreprises ont la liberté de choisir ce qu'elles veulent être, comment elles veulent le devenir. Je vous rends la parole, Ed, et j'ai hâte d'entendre ce que nos collègues ont à nous dire ce matin. Merci beaucoup. C'était un très bon point de départ pour notre échange aujourd'hui. Merci aussi d'avoir souligné ces conclusions. Vous avez bien démontré les évolutions que l'on commence à voir dans l'index, les défis mis en avant aussi, et puis les pratiques qui pourraient nous aider à aller de l'avant demain. Donc merci beaucoup car vous donnez matière à réflexion. Et maintenant, je voudrais m'adresser à nos panélistes, leur demander de répondre à certaines de ces thématiques. Et je voudrais commencer par euh, Tania Tchedjeva de Polymetal. Alors, Hélène nous a parlé des améliorations au sein de certaines entreprises et également des performances des sites miniers. Polymetal a amélioré de 20% son score par rapport à l'année précédente et qui plus est, vous êtes l'entreprise qui a réalisé le meilleur résultat au niveau des sites. Alors comment l'équipe de gestion utilise les ressources du rapport et notre boîte à outils pour améliorer la situation? À vous, Tania. Eh bien, nous pensons que la transparence est essentielle et nous travaillons beaucoup avec différentes agences, des fournisseurs de rapports. Et qui plus est, lorsque nous recevons des informations, un cadre, nous essayons de voir ce que nous pouvons améliorer. Nous faisons également une analyse de nos faiblesses et ce faisant, nous pouvons prêter une attention particulière aux informations qui percolent jusqu'au site et nous saisissons ces occasions pour justement être transparents. En outre, oui, nous partageons des informations, mais qui plus est, nous pouvons en tant qu'entreprise collecter des informations du terrain et voir où nous en sortons plutôt bien et où nous en sortons moins bien. Et qui plus est, nous pouvons prendre à bras le corps les thématiques les plus brûlantes. Et si nous voyons par exemple que nos anciennes mines ont de moins bons résultats que les nouvelles ont de bons résultats, ce par exemple étant donné l'état du développement des programmes ou encore par rapport à l'offre et la demande, alors nous saisissons les occasions qui se présentent à nous pour améliorer les opérations et pour mettre en place les outils que nous utilisons déjà ailleurs et pour également identifier les lacunes. Voilà donc comment on utilise le cadre. Et une fois que les informations sont rassemblées, eh bien, on utilise cela pour avoir davantage d'outils et encore faire des rapports génériques qui permettent justement de divulguer les informations qui doivent être partagées. Toutes ces informations que nous avons simplifient également le reporting nécessaire pour le marché dans son ensemble. Merci beaucoup, Tania.
Il est toujours très intéressant d'entendre ce que les entreprises font sur cette thématique en coulisses. Et donc, merci beaucoup. Alors, Glenn, je voudrais passer à vous. Vous nous venez de Industrial, association de syndicats. Votre association représente 50 millions de travailleurs. Et les droits fondamentaux de travailleurs demeurent une thématique brûlante en beaucoup d'endroits. Et puis il y a également la question des changements climatiques et de l'inégalité entre les genres qui est persistante. Alors vous, comment voyez-vous ces résultats du rapport de 2022? À vous, Glenn. Merci beaucoup. Merci, Ed. Avant tout, permettez-moi de féliciter la Responsible Mining Foundation pour cet index et l'édition de 2022. Édition combien importante pour nous, parce qu'elle permet justement d'évaluer les performances, mais qui plus est, elle permet de mettre en avant les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, et nous, en tant que syndicat à l'échelon mondial, nous pouvons également réclamer une reddition des comptes à l'égard des entreprises pour aller de l'avant et défendre les individus et défendre l'industrie dans son ensemble. Pour ce qui est des changements climatiques, vous savez que c'est une question qui concerne les travailleurs et qui est intrinsèquement liée à la question des droits humains, et je reviendrai là-dessus dans un instant. Les changements climatiques sont intrinsèquement liés à l'utilisation des matières premières, matières minérales, et le fait est que les prévisions de demande croissante mettent sous pression les travailleurs, et ce plus que jamais. Et cela présente un risque de violation des droits des travailleurs. À vrai dire, le Human Rights Resource Center a fait des études sur plusieurs mines, cobalt, nickel et bien d'autres ressources. Et aujourd'hui, les travailleurs demandent des plans avec des mécanismes de transition justes, étant donné la situation. Et vous savez, in fine, ce qui est réclamé va dans la droite ligne de ce que Hélène a expliqué. La vaste majorité des entreprises qui émettent n'arrivent pas à démontrer qu'elles consentent des efforts pour une transition juste. Ça, c'est la première chose à noter. Ensuite, deuxième chose, les personnes les plus touchées sont en marge des processus de prise de décision. Troisièmement, les entreprises doivent s'engager à restaurer le cadre et à soutenir les travailleurs mis en marge sur ces sites miniers. Les interprètes font de leur mieux, mais ils entendent très mal, monsieur. Ensuite, il est important que les entreprises respectent les droits humains. Vous avez parlé de la première partie de l'index. Et le fait est que les conditions de travail doivent garantir un lieu de travail sûr pour les salariés et lutter contre toutes les violences, notamment les violences sexistes, genrées et le harcèlement sexuel. Toutes les entreprises devraient pouvoir démontrer qu'il y a des engagements formels visant à améliorer la sécurité des travailleurs et, qui plus est, des mécanismes de reddition des comptes, notamment avec la direction, doivent être établis. Ce, en vue de pointer du doigt les fragilités dans les systèmes, fragilités qui mettent en péril les travailleurs. Par ailleurs, la santé et la sécurité est au cœur des travaux de l'OIT, partant
il est important qu'on en fasse également une priorité. Pour ce qui est des violences sexuelles et genrées, c'est un fléau dans le secteur. Et il est important aussi que nous passions à l'action. La moitié des entreprises dans notre secteur entreprennent des mesures pour défendre les femmes, mais le fait est qu'il y en a peu qui peuvent démontrer que, en effet, des mécanismes robustes sont mis en place pour protéger les femmes. Et donc, aujourd'hui, nous devons nous poser une question. Pourquoi est-ce que cette culture sexiste perdure? Ensuite, encore une fois, il y a des processus en cours au sein de l'OIT pour tenir compte de ces violences. Et la Convention 176 est là et encourage les entreprises à mettre en œuvre des politiques en la matière. Et cela s'ajoute à la Convention 190 relative à toute forme de violence et de harcèlement. Et pourquoi vous dis-je tout cela? Eh bien parce que justement l'index permet de pointer du doigt les progrès, les lacunes et de mettre en avant les jalons atteints dans cette thématique. Et ainsi, l'index permet de consolider les bases de la protection des travailleurs, notamment les plus fragiles. Ensuite, nous sommes confrontés à un défi collectif dans l'industrie minière, un défi lié au comportement de certains et nous devons le prendre à bras le corps tous ensemble. Et je vous remercie de votre attention, mais merci beaucoup à vous, Glenn. Merci d'avoir souligné ces thématiques ô combien importantes et merci d'avoir souligné ces messages des plus importants. Merci. Merci d'avoir fait part de ces défis. Alors, sachez que je reçois également des questions des plus intéressantes dans le chat. Je sais que certaines personnes répondent par écrit aux questions. Les membres du panel pourront également rebondir sur l'une ou l'autre question, mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à continuer. Maintenant, je propose que l'on continue avec Elisa Peter de Publish What You Pay, qui est une fondation qui a été fondée il y a 20 ans, qui étudie les évolutions dans le secteur sur la transparence, la reddition des comptes, notamment. Alors, qu'est-ce qui correspond dans cet index à vos études, Elisa? À vous, dans les grandes lignes. Merci beaucoup, Ed. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors, avant tout, je tiens également à féliciter la RMF pour cet index. Nous aussi, nous nous réjouissons toujours à l'idée de consulter votre nouvel index, car votre index est l'une des sources les plus importantes pour l'étude du secteur minier. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous représentons les OSC qui promeuvent à la transparence, la participation et la reddition des comptes dans les secteurs du pétrole, du gaz et du minier. Que retenons-nous de tout ceci? Brièvement. Des progrès timides ont été accomplis, principalement par des entreprises qui étaient en deçà de tout dans le ESG, mais nous sommes toujours très loin des normes de transparence et de reddition des comptes qui devraient être adoptées par toutes et tous. Notamment les normes qui viennent de l'EIGA. Alors, sommes-nous surpris? Non. Les communautés, les organisations de la société civile locale avec lesquelles nous travaillons sont actives. Alors, je voudrais me concentrer sur 3 points clés ici. Les rapports projets, le genre et l'ouverture
Alors, tout d'abord, l'index a révélé qu'aucune entreprise n'est pleinement transparente sur les accords avec les gouvernements, etc. 75% des entreprises ne révèlent aucun élément juridique, et ce, alors qu'il y a des prérequis pour les normes, et ce depuis janvier l'année dernière. Et ce, pourtant, alors que les Nations Unies, le FC, la Banque européenne de développement et plein d'autres acteurs réclament des actions. Et à vrai dire, aujourd'hui, il y a 32 entreprises minières à l'échelon mondial qui soutiennent en effet la transparence pour les licences, mais ce n'est qu'un premier pas. Et Hélène l'a démontré, il faut des politiques et des engagements. Et vous pouvez vous attendre à ce que l'on suive tout cela, mais vous pourrez trouver tout cela sur notre site web. Ensuite, pour ce qui est des questions de genre, il y a pléthore d'éléments qui démontrent que les femmes sont davantage impactées par les inégalités et le secteur minier. Et il est décevant de voir que seules 3 entreprises ont ne fût-ce que fait référence à ces questions de genre dans les évaluations d'impact social. Et rien ne démontre que quelque chose a été fait en la matière concrètement. Et avec Oxfam, 18 principes ont été établis pour une évolution plus juste d'un point de vue genré. Et je pourrais partager ces 18 principes avec vous. Par ailleurs, nous soutenons plus de transparence par rapport aux droits des femmes avec les normes ETEA. Notamment, nous soulignons qu'il faut également avoir des données désagrégées pour ce qui est du genre, aussi pour ce qui est des transferts. Troisième et dernier point, les sites miniers et les rapports au niveau des sites miniers. Le fait est que très peu d'informations sont partagées sur des points clés. Qualité de l'air, eau, emploi local, salaire, propreté, des points essentiels pour les communautés locales. Et le Business and Human Rights Resource Center a pointé du doigt la question de l'eau de par le passé. Et alors qu'il y a intensification dans la poursuite des minéraux, il est évident que les besoins en énergie renouvelable sont accrus. Et donc, il faut renforcer les engagements avec la communauté, la diligence due. Il faut également qu'il y ait un consentement de la part du local aux exploitations minières. Enfin, nous voulons plus de leadership sur la transparence et la reddition des comptes au local dans le minier. Nos expériences ont démontré qu'il est possible d'aller de l'avant en la matière. Il y a eu beaucoup de progrès sur la transparence fiscale au cours de ces 20 dernières années, et cela a été pour le plus grand bien des citoyens. Et aujourd'hui, il faut davantage d'ambition sur tous ces points. Et merci beaucoup, Ed. Merci beaucoup. J'entends cet appel pour un leadership plus fort. Hein.
un appel qui peut se concrétiser. En effet, merci. Maintenant, je vais passer à Luc Zandvliet, qui nous vient de AAA Alliance. Vous travaillez dans cette industrie depuis 2 décennies maintenant. Et vous avez été membre du conseil, du conseil de la RMF. Alors pour vous, qu'est-ce qui est différent cette année-ci par rapport aux 6 années précédentes? Merci beaucoup, Ed. Très bonne question. Et il y a 3 points que je voudrais formuler ici. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis légèrement déçu par les résultats du rapport, parce qu'il y a eu trop peu de changements. Et puis ici, il y a une inquiétude plus globale. Les entreprises du minier ont des pratiques de plus en plus désuètes. Je m'expliquerai. Troisièmement, ce rapport a identifié comment un modèle adaptatif pourrait fonctionner et partant, c'est une piste sur laquelle il faut avancer. Alors tout d'abord, je suis déçu parce qu'il y a eu peu de progrès par rapport aux autres rapports. Dans certains cas, et Lisa, Glenn et Hélène en ont déjà parlé, parfois c'est un peu gênant. Surtout pour des entreprises qui se targuent de savoir comment bien faire les choses. Alors, le MR ne demande que peu de choses bien concrètes, mais honnêtement, moi, ici, la question c'est de savoir pourquoi, justement, il n'y a eu que de si petits progrès. Parce qu'on sait comment cela marche, on sait comment on peut bien avancer, on sait que en beaucoup d'endroits, aux 4 coins du monde, il y a beaucoup de prédictibilité en la matière. Nous avons étudié tout cela, nous avons expérimenté cela, nous avons déjà vécu cela. Et ici, ce rapport démontre qu'il est possible de faire des choses. Il est possible d'entreprendre des actions. Et, in fine, ici, il en va d'une question de volonté. Pour moi, donc, il est important de voir ce que les CA réclament aux entreprises. Pour la gestion des risques, notamment. Et donc, nous devons utiliser le cadre offert par l'index pour poser les bonnes questions aux bons interlocuteurs. Deuxième point. Certaines entreprises sont à la stagnation. Hélène a donné plusieurs exemples. Et je pense qu'il est juste de dire qu'aujourd'hui, le fossé entre la performance et les attentes de la société ne fait que s'accroître. De fait, il y a toujours eu un contrat implicite entre les communautés hautes et les entreprises. Et aujourd'hui, ce contrat arrive à maturité. Et ce contrat implicite est que voilà, on fait un gros trou dans votre jardin, qu'en contrepartie, eh bien, on s'arrange pour que le reste de votre jardin soit bien plus beau. Et ici, aujourd'hui, je m'inquiète du fait que dans plusieurs pays, et malheureusement les interprètes font de leur mieux, mais il y a beaucoup de sons parasites chez monsieur. Dans bon nombre de pays, les choses sont plus complexes car le modèle proposé n'est pas suffisant et il n'y a pas de confiance entre les entreprises et les citoyens. Et aujourd'hui, l'on essaye de convaincre, l'on essaye d'aider les communautés pour qu'elles aillent mieux, mais il y a ce fossé. Ensuite, pour l'industrie pétrolière, celle-ci elle a fait croître que le pétrole serait toujours là,
Mais aujourd'hui, ces entreprises se transforment en entreprises énergétiques parce que les réserves fossiles sont ce qu'elles sont. Et attention donc à demain. Et si l'on ne peut pas démontrer qu'on peut améliorer la situation sur le terrain en tant qu'entreprise, c'est délicat. Et cela m'amène à mon troisième point. Il faut un nouveau modèle. C'est évident. Il faut un changement fondamental. Il faut recadrer le contrat social entre les acteurs locaux et les entreprises. Il faut remettre les personnes, les individus au cœur du processus. Il faut définir une vision post-minière commune pour voir comment la matérialiser. Il faut des bons mécanismes de prise de décision également. Et si on regarde la clause numéro 2 de l'ICMM, le fait est qu'elle est des plus exhaustives. Et donc, il est important d'utiliser les instruments politiques pour organiser les relations entre l'entreprise et la société civile. On comprend que les peuples et l'environnement doivent être au cœur du processus. Et donc pour moi, ce rapport a une grande valeur parce qu'il évalue la performance des entreprises, mais qui plus est, c'est un outil qui permet aux entreprises de repenser leur approche. Et c'est pourquoi j'espère que les entreprises accueilleront ce rapport, non pas seulement pour regarder dans le rétroviseur, mais aussi pour analyser les perspectives d'avenir et prendre des décisions plus éclairées demain. Merci bien. Merci beaucoup. Grand défi pour nous. Et en effet, il faut un nouveau modèle. Alors, Reutech, ICMM a été fondé il y a à peu près 20 ans. Et où voyez-vous les opportunités pour accélérer la mise en œuvre et la normalisation du minier dans cette fenêtre de temps de 20 ans? Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, vous savez, nous avons pour habitude de remercier le modérateur et l'organisation pour les opportunités données. Mais ici, sincèrement, je le pense du fond du cœur. Sur les 40 entreprises que nous avons évaluées, 18 sont des membres de l'ICMM. Et pour être tout à fait transparent et honnête avec vous, c'est étrange d'être dans cette situation avec un microscope qui se concentre sur ces entreprises qui forment l'ICMM. Mais je pense que cela permet d'être créatif et de faire attention. Et c'est pourquoi je tiens à féliciter Pierre, Jennifer et Hélène. Merci pour ce chef-d'œuvre que vous avez produit. La méthodologie, l'analyse sont essentielles et nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde pour ce qui est du fait que Ed, comme vous l'avez dit, il y a 20 ans, l'ICMM suivait un cap, avait une mission. Et moi, de ma lecture des choses, notre mission principale aujourd'hui est s'assurer du fait que les bénéfices du minier vont aux personnes qui sont le plus touchées. Et donc nous sommes sur la même longueur d'onde. Et donc toute action qui nous aide à parvenir à cette fin doit être encouragée et saluée. Et c'est pourquoi je pense être privilégié et avoir beaucoup de chance de faire partie de cet échange aujourd'hui. Alors, je voudrais mettre en avant 3 points sur ce rapport. 3 points de ce rapport. Tout d'abord, un point déjà mis en avant par les autres orateurs. Les lacunes, tout d'abord. Et cette année, fin de cette année, les attentes de performance de l'ICMM, qui ont été mises à jour pour la dernière fois en 2018, généreront des évaluations de sites pour les entreprises membres.
Cela veut dire que chaque année, nous disposerons d'informations au niveau du site disponibles sur la mesure dans laquelle les entreprises ICMM atteignent les attentes en matière de performance reprises dans les 10 principes d'ICMM. Ce rapport-ci couvre 250 sites. Nous en couvrirons 650 plus ou moins dans le cadre de notre rapport. Donc je crois qu'il est clair qu'il faut davantage d'informations au niveau du site et nous serons très clairement en mesure d'en fournir dès la fin de cette année. Ensuite, deuxième élément, s'agissant des conclusions du rapport. Il y a des divergences considérables entre les points rapportés par les différentes entreprises. Et je voudrais d'ailleurs mettre en avant une norme harmonisée avec le GMRI. Nous participons activement dans l'élaboration des normes sectorielles de cet organisme pour le secteur minier. Alors, je suis certain que nombre d'entre vous seraient d'accord avec moi et que nous en tirerons bien mieux si nous mettons en place un nombre plus ténu de normes en matière d'exploitation minière responsable. Alors nous contribuons à cette disparité chez l'ICMM parce que nos principes et nos attentes sont des normes parmi tant d'autres en matière d'exploitation minière responsable. Je ne crois pas que ces divergences servent les intérêts des personnes qui ont un intérêt. Ça ne sert pas les entreprises, vu le fardeau représenté par les audits, vu le besoin d'exprimer les informations de différentes manières, et cela n'aide pas non plus les personnes qui ont besoin de ces informations, de comprendre la situation. Donc ce processus GRI n'en est qu'un, et je pense que nous devons chercher ensemble à converger vers un nombre plus restreint de normes. J'ai mis en exergue ce GRI parce que c'est un processus imminent qui nous permettra de nous aligner sur des questions essentielles dans le secteur minier. Cela permettra, nous l'espérons, de réduire la divergence et l'étalement des questions couvertes dans le cadre du rapport, comme cela a été montré dans le cadre du rapport. Alors c'était mon deuxième point à mentionner. Dernier point. Le rapport met l'accent, à juste titre, sur des indicateurs essentiels qui semblent ne pas être bien desservis dans le cadre des informations divulguées à l'heure actuelle. Alors Glenn en a parlé tout à fait à juste titre tout à l'heure, et quiconque s'intéresse à ces questions, harcèlement sexuel, racisme, etc., ne peuvent qu'être d'accord. Et je peux vous annoncer que l'ICMM, dans les mois à venir, va publier une méthode cohérente de rapport sur les avantages socio-économiques qui couvriront 8 indicateurs clés qui permettront un reporting cohérent dans les pays de l'ICMM, et nous espérons que cela accroîtra la cohérence dans tout le secteur. Ces indicateurs englobent des éléments liés au salaire pour une vie décente. C'est identifié comme un avantage, comme un élément pour apporter des avantages clés à la communauté. Nous désagrégerons également les données, nous les ventilerons par genre. Nous espérons que dans les mois à venir, nous serons en mesure de fournir des informations et des progrès également sur ces questions. Nous serons également en mesure de démontrer l'impact ventilé en matière de diversité, mais aussi en matière de salaire. Alors, je voudrais conclure en disant ce que vous m'avez déjà peut-être entendu dire. Je crois que tous ces efforts expliquent très bien pourquoi j'ai rejoint l'ICMM il y a des années, et montrent également les efforts clés réalisés par les entreprises. C'est une citation de Maya Angelou qui me disait faites le mieux, faites du mieux que vous pouvez jusqu'à ce que vous sachiez mieux le faire. Quand vous saurez mieux le faire, faites le mieux. Donc voilà, il y a des progrès.
Heu, des événements comme celui d'aujourd'hui et des rapports, comme celui que vous présentez et le travail d'ICMM est si important parce que, nous cherchons à mieux faire. Quand nous saurons mieux faire, nous ferons mieux. Voilà, je voudrais conclure en remerciant Hélène et son équipe pour sa contribution essentielle qui générera les conditions propices à la collaboration pour trouver des solutions à certaines de ces questions essentielles. Merci. Merci beaucoup, Ro. Alors, et merci d'ailleurs à tous les intervenants. Alors, nous avons entendu un message tout à fait cohérent dans votre bouche à toutes et à tous. Et je voudrais peut-être demander à tous nos intervenants de rallumer leur vidéo parce que nous avons des questions pour vous. Nous vous avons entendu dire des choses similaires. Ro, vous avez dit qu'il y avait un alignement considérable sur la vision, les ambitions de toutes et tous. C'est vrai, des progrès ont été réalisés, cela a été reconnu, des progrès au cours des 20 dernières années. Et bien entendu, nous sommes toujours loin du compte, loin des attentes également. Et cet écart se creuse peut-être encore entre les progrès enregistrés et les attentes. Les défis sont immenses. Euh, Alors, il y a des questions excellentes dans les questions-réponses, mais je voudrais me pencher sur une question qui revient assez souvent. Comment insuffler le changement? Comment progresser? Alors, c'est vrai que dans une certaine mesure, nous savons quels sont les vecteurs d'action, les vecteurs porteurs de changement, les questions sur les orientations, les manuels. On nous demande si elles sont utiles. On nous demande également sur les litiges en justice, si les cadres réglementaires, s'ils sont utiles, les marchés de matières premières, la capacité à récompenser, à inciter à agir correctement. Donc pour récompenser les progrès, les exploitations plus responsables, les initiatives à plusieurs acteurs, est-ce que la collaboration peut fonctionner? Comment? Euh, Faut-il utiliser davantage les normes de l'IFC? Donc vous avez parlé le rôle des normes, la normalisation des normes aussi. Les communications d'informations, on se demande aussi si le GRI permet de communiquer des informations de manière systématique ou permet de mettre plus en avant des informations au niveau du site minier. Le rôle de la société civile aussi pour les évaluations communautaires, mais également le rôle du plaidoyer. Voilà, sur toutes ces considérations, je voudrais revenir vers chacun d'entre vous. Je voudrais vous demander euh, ce qui, selon vous, euh, quel peut être un vecteur de changement? Qu'est-ce qui pourra porter le changement dans les 5, 6 années à venir? Alors, Glenn, commençons peut-être par vous. Qu'est-ce que vous percevez comme un grand vecteur de changement pour améliorer les performances, ce à quoi nous attendons tous? Merci beaucoup. Je crois que le consensus règne sur les exigences externes. Ces exigences externes sont le meilleur vecteur de changement. Et opposons cela à l'absence d'un traité contraignant sur la conduite des entreprises. L'émergence également de la diligence requise obligatoire. Je crois que c'est une approche de la carotte et du bâton qui nous permettra d'insuffler le changement. Aussi, le rôle des normes volontaires, avec un critère particulier pour éviter la prolifération des normes. Nous savons que l'ICMM fait des efforts en la matière. Dans le même temps, ce sont des normes qui doivent être propres au secteur minier, des normes génériques également qui couvrent tous les minerais,
des normes qui portent sur les sites miniers aussi. Ça, c'est une tendance en croissance, c'est important. Donc, il y a plusieurs pistes, mais ça ne peut pas être en libre service. Nous voulons une équivalence en matière de normes. Et je suis d'accord avec ce que Roy a dit sur le GRI. C'est la norme la plus répandue et la plus utilisée par les entreprises dans les secteurs, mais ce n'est pas forcément la meilleure pour satisfaire ces attentes. Par exemple, avec les divers acteurs. Nous participerons à ce processus et nous espérons mettre en avant certains de ces vecteurs qui pourront porter le changement. Merci beaucoup. Donc ces exigences externes et les normes sont un vecteur important. Très bien, merci. Elisa, à vous. Selon vous, quels sont les principaux vecteurs pour insuffler le changement? Et très brièvement aussi, si possible. Merci beaucoup, Ed. Je suis tout à fait d'accord avec Glenn. Alors, mon contexte, c'est une organisation de plaidoyer. Donc, notre boîte à outils pour accélérer le changement s'étoffe. Bien entendu, tout ce qui a été dit sur la législation, sur les exigences obligatoires et aussi sur les initiatives volontaires, tout cela a été soutenu par le passé dans notre chef. Je voudrais également mettre en avant le travail que nous réalisons sur les rapports non financiers. Le reporting extra-financier de directives de l'Union européenne qui fera beaucoup pour aborder ces impacts miniers. Alors, il y a deux autres évolutions très intéressantes, hormis cela, qui sont également utiles dans le cadre de notre conversation aujourd'hui. C'est l'activisme, le militantisme des actionnaires. Nous le voyons de plus en plus dans le secteur pétrolier, gazier. On le voit aussi de plus en plus dans le secteur minier. Les investisseurs mettent la pression sur les entreprises, sur les gouvernements qui émettent des licences d'exploitation minière en vue d'établir des critères minimums en matière d'environnement, de social et de gouvernement, de gouvernance. Les actionnaires sont de plus en plus conscients également des risques ESG et veulent atténuer ces risques. Autre élément que l'on voit de plus en plus, c'est l'atténuation des risques. Des communautés traînent devant des tribunaux des entreprises en raison de l'impact généré par l'activité minière par ces entreprises. Dans le cadre de la transition énergétique, nous voyons une demande croissante dans les minerais de la transition. Je crois que les litiges stratégiques, les poursuites stratégiques peuvent également être une bonne piste à suivre dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup à vous, Elisa. Vous avez mentionné bon nombre d'initiatives. Glenn en a également mentionné. L'initiative de l'ICL, les engagements de l'ICMM, la directive de l'UE, la taxonomie aussi de l'Union européenne, ainsi que le traité contraignant sur les entreprises et les droits humains. Donc, ce sont des exigences externes qui entrent en jeu maintenant et qui peuvent avoir une incidence. Mais j'ai apprécié également ce que vous avez dit sur le rôle des investisseurs qui a changé au cours des dernières années. Le rôle également des poursuites stratégiques. Nous voyons que c'est porteur de changement et d'action. Tania, alors pourrions-nous obtenir le point de vue de Polymétal? Selon vous, quels éléments vont pouvoir porter le changement chez Polymétal au cours des prochaines années? Alors, ce que l'on voit, c'est que les entreprises d'exploitation minière évoluent dans un cadre réglementaire fort. Nous pensons que les entreprises minières travaillent en étroite collaboration avec les personnes sur le terrain et que chaque entreprise minière doit assumer ses responsabilités, prendre au sérieux
ces responsibly, how activités, we utiliser les ressources make de sure manière that we don't responsable, damage veiller également environment, à ce que how we nous ensure n'ayons that pas un we impact négatif uh, sur do a lot l'environnement, of work on également biodiversity, veiller à on travailler sur restoring la the biodiversité ground that pour we use for our restaurer mining également operations. les We invest terres a lot of utilisées dans le cadre de money and l'exploitation effort minière. Nous into promoting redoublons well-being of people d'efforts, on the nous consentons ground, également invest beaucoup de in education, ressources pour invest améliorer le in bien-être des personnes sur le promoting terrain, jobs for investir dans local l'éducation, people, and we promotion de think this l'emploi is des communautés what locales également. is behind all Et nous the croyons que tout cela efforts that se mining trouve companies are trying derrière to les do efforts to make consentis sure par that les there is change entreprises happening. minières pour And yes, veiller there is a à lot ce of qu'un changement regulation. survienne. And Alors c'est again, vrai, il y a like beaucoup de Glenn said, there is réglementations et so comme Glenn l'a much souligné, on the plate for the mining companies on les disclosure entreprises ont front, and we fort very à much faire hope en that there matière de is going to be some communication, sort de of convergence divulgation et nous between espérons qu'il y aura different une requirements. convergence But what entre is les in the différentes basis of a exigences. good effectively good corporate citizen, we've been talking about this for the Alors pour past un 10 bon years at citoyen least, and corporate, this is basically what qu'est-ce qu'un makes bon a citoyen good entreprise? company thrive. Et ce sont ces éléments et c'est ce qui permettent à ces entreprises d'être, de prospérer. Merci beaucoup pour votre réponse. Cela représente énormément de travail au sein des entreprises pour fournir ces informations pour la communication. Alors, toutes ces questions doivent être abordées de concert par une entreprise et bon, on parle in fine de quelques 80 indicateurs dans l'index, mais in fine, ici, il est très important d'investir de l'argent et du temps. C'est une réalité. Le temps et l'argent doivent être investis pour que les entreprises puissent faire ces changements. Et concrètement. Alors Tania, encore une fois, merci à vous. Maintenant, j'aimerais venir à vous, Rohitesh, et j'aimerais vous entendre sur les changements, les... et ce qui pourrait pousser de l'avant ces changements. Alors moi, je vais tricher si je puis me permettre, et je voudrais faire un lien entre ces éléments. Alors, comment est-ce que les changements peuvent se concrétiser au local? Eh bien, tout d'abord, il s'agit simplement de concilier les paroles à l'action, comme Hélène l'a d'ailleurs dit. Et j'ai un exemple ici de Global Industry Standards et nous avons beaucoup de membres qui se sont engagés à mettre en œuvre dans un échéancier des plus clairs ces normes. Et nous nous concentrons sur la mise en œuvre de ces normes car on ne peut pas avoir les normes sur papier et ensuite appliquer la politique de l'autruche. Non, il faut faire ce qui doit être fait pour être dans la droite ligne de ces actions et de ces normes plutôt et ce le plus rapidement possible. Ensuite, les bonnes normes permettent réellement d'opérer une transition dans l'industrie. Et aujourd'hui, la priorité, ça doit être la mise en œuvre. Et j'espère que nous pourrons demain avancer davantage dans cette direction ensuite. Autre point. Il est important de donner des exemples des plus clairs de ce qui peut marcher. Et cela est justement l'esprit du rapport, parce que le rapport a pour but de montrer ce qui marche. Un exemple visible, c'est une situation de terrain où on voit des actions. Et il faut peut-être réidentifier le contrat qui existe depuis des années, cela a été dit. Et moi, en ce sens, je voudrais saluer les travaux d'Afrique du Sud parce que aujourd'hui, d'anciennes terres minières sont des sources de développement économique post-minier. Et c'est là un exemple concret du terrain qui montre ce qui marche et comment on peut émuler l'une ou l'autre pratique. Donc il faut plus de tout ça et cela nous aidera à démontrer les principes dans l'action. Alors, en effet, au cours de ces 30 dernières années, des entreprises ont pris des engagements et alors on voit quelles étapes ont été entreprises et comment on peut être efficace et passer à l'action. Donc, montrer ce qui est fait sur le terrain est essentiel.
Et il est important également d'identifier les fossés, les lacunes en termes d'information. Parce que bien souvent, des informations sont là, mais des ponts doivent être construits. Ensuite, il y a les modèles commerciaux, et vous en avez parlé. Oui, en effet, il faut montrer quels modèles commerciaux peuvent fonctionner avec ces nouvelles façons de faire. Alors, Luc, j'aimerais me tourner vers vous maintenant, brièvement. Et Glenn, je vois que vous avez levé la main, alors je reviendrai vers vous dans un instant. Mais Luc, tout d'abord, j'aimerais vous donner la possibilité de reprendre la parole. Oui, bien sûr. Alors moi, je voudrais revenir au cadre mentionné par Hélène. Si une chose peut réellement être utile pour engendrer ce changement auquel nous aspirons toutes et tous, pour faire mieux, eh bien c'est aider le leadership à comprendre que le l'ESG et les risques, in fine, sont des plus prévisibles et donc des plus évitables. Ensemble, je pense que nous avons fait du bon travail pour présenter certaines des questions liées à l'IRM, des questions liées à la perception de l'entreprise, aux risques réputationnels, risques juridiques, risques environnementaux. Pour moi, in fine, c'est quelque chose de facile d'atteignable. On peut faire des progrès dessus. Et il est intéressant de lire l'Animal Report. Ensuite, pour ce qui est du social et des licences, là, c'est très intéressant aussi. Et vous savez, on peut pointer du doigt justement les entreprises qui, par exemple, licencient des spécialistes qui permettraient d'éviter certains risques. Donc, tout ça pour dire que les comportements humains sont prévisibles, on l'a vu. Il peut y avoir des comportements différents, mais les causes sous-jacentes, in fine, sont toujours les mêmes. Mais il est toujours important de relier les maillons et il est important de faire comprendre au leadership que l'exposition au risque est contrôlable. Et à vrai dire, il y a beaucoup de prévisibilité par rapport au stock, etc. Et donc nous devons travailler mieux ensemble pour relier les liens, relier les maillons. Et une fois que le franc tombe pour les dirigeants, je pense que tout pourra couler de source. Une fois que la direction comprend le lien entre le risque et entre l'évolution et la gestion des risques, eh bien tout ira mieux. Très bien, merci beaucoup pour ce leadership, ce commentaire sur le leadership. On comprend en effet que les normes doivent s'intégrer avec les mécanismes de gestion interne et la communication d'informations. Bien trop souvent, certains acteurs n'arrivent pas à créer ces liens et c'est pourquoi certains ont du mal à justement faire les investissements en temps et en argent nécessaires. Alors Hélène, j'aimerais revenir vers vous avant de redonner la parole à nos différents panélistes. Pourriez-vous nous parler des principaux moteurs du changement auxquels nous aspirons? Alors, après avoir entendu tout le monde, on comprend que oui, il y a des actions à entreprendre, qu'il faut les prendre maintenant. Mais donc on devrait peut-être s'inspirer de ce slogan d'une fameuse marque de sport, Just Do It. Et mais pour ce faire, il faut que des salariés soient dévoués en la matière dans les entreprises. Bien trop souvent, certains disent qu'il n'y a pas de budget, qu'il n'y a pas assez de personnes, que le personnel a été réduit, etc. Et moi, je pense qu'il faut analyser les choses par le prisme culturel. On a parlé également d'un responsable durabilité qui était réellement impliqué dans son entreprise, qui essayait de mettre en avant ce qui devait être fait, mais ce monsieur a dit
qui avaient également du vrai travail à accomplir sur le chantier. Et cela témoigne du fait qu'en effet, il est important de revoir l'organisation. Il faut avoir un bon statut, les bonnes agences et les bons instruments pour pousser le changement dans les entreprises. Mais bon, je vais en rester là. Merci. Merci beaucoup. Très bon point sur l'importance de la culture. Maintenant, je vais me diriger vers chacun des panélistes. À nouveau, vous allez avoir 30 secondes pour vos conclusions et peut-être rebondir très brièvement sur l'une ou l'autre question ou l'un ou l'autre sujet du question-réponse parce que je me rends compte qu'in fine, on n'a pas pu tout couvrir. Alors, Glenn, je sais que vous vouliez prendre la parole, alors je vous donne la parole pour commencer. Mais soyez bref, s'il vous plaît. Oui, très brièvement, pour ce qui est de la culture. Il faut mettre en avant la diligence requise et le sourcing responsable, surtout de la chaîne d'approvisionnement. C'est un point essentiel car moteur du changement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, quelques commentaires finaux pour vous. Juste souligner un point. Plusieurs parmi nous ont souligné que pour travailler demain, ensemble, il fallait plus de convergence. Et je pense que nous pourrons améliorer la performance, améliorer la communication d'informations et avoir de meilleurs échanges avec une convergence. Et donc, en conclusion, je dirais, ne négligez pas l'importance de cette convergence. Merci beaucoup. Alors, Luc, à vous, des commentaires finaux, des observations finales? Très brièvement. Le rapport doit être perçu comme un outil pour évaluer les performances d'hier, mais aussi et surtout pour évaluer les entrants, les inputs, pour évaluer les perspectives d'avenir également. Pour se poser les bonnes questions, voir si on fait ce qui doit être fait. Et alors, cela me permet d'aborder également la question des changements. Je pense que cet outil permet d'établir des cibles et de voir ce qui est imposé, mais aussi ce qui peut servir d'outils commerciaux. Et voilà, j'espère qu'on pourra toutes et tous apprendre de cela. Et merci. Merci beaucoup, Luc. Elisa, des observations finales. Merci, Ed. Alors, je vais vous recontextualiser les choses par rapport à la transformation énergétique qui a été brièvement mentionnée. La transition énergétique va transformer l'industrie minière aux quatre coins du monde avec les productions de charbon, avec les minéraux qui vont être de plus en plus nécessaires au cours des années à venir. Et donc, je tenais à souligner le fait que la transparence et la communication des informations sont nécessaires pour s'assurer du fait que ces grandes chaînes d'approvisionnement ne violeront pas les droits humains, n'engendreront pas de catastrophes naturelles. Mais pour ça, il faut renforcer la communication et également travailler sur les matières premières et sur les entreprises qui les achètent et les vendent, pour que ces entreprises aussi soient transparentes et justes. Merci. Merci beaucoup, Elisa. Tania, à vous, pour vos observations I finales. think what we need to think about is the future of mining and Aujourd'hui, je where pense we're qu'on doit all réfléchir going à as an l'avenir du industry, minier, and there's a massive voir ce que l'on veut brain faire en tant drain from qu'industrie, many industries, parce qu'il y a une mining not fuite being du exempt, cerveau and there is a clear dans demand plusieurs from the industries, younger notamment du people about being minier, et les jeunes, responsible, being aujourd'hui, very réclament de la careful about the responsabilité, environment, being very réclament à ce qu'on fasse attention à transparent in how l'environnement, you do your réclament business. And I think this qu'on soit report helps transparent dans mining nos affaires industry a lot commerciales. to show that there is very good Et future le in the minier doit industry for the younger démontrer people who will que hopefully move l'avenir est it brillant pour forward. les jeunes, plein d'espoir. Merci beaucoup, Tania. Très belle note pour la conclusion. Maintenant, merci à tous nos panélistes. Merci de votre présence. Je me félicite du fait que nous ayons pu organiser cette session cet après-midi, de vous entendre,
d'entendre vos points de vue sur nos avancées, les défis auxquels nous sommes confrontés encore et toujours aujourd'hui. On comprend que oui, des défis perdurent, mais qu'ils sont également source d'engouement pour demain. Alors Hélène, je vais vous donner la parole pour les conclusions. À vous. Merci beaucoup, Ed. Merci aux panélistes aussi. Merci pour cette participation active qui a alimenté notre réflexion. Merci aussi d'avoir stimulé nos échanges qui auront lieu à l'avenir. Comme Talania l'a dit, ce sont des travaux pour l'avenir, pour les jeunes de demain, car nous espérons qu'ils pourront regarder dans le rétroviseur et voir le secteur minier avec fierté. Merci à tous les professionnels qui travaillent dans l'industrie minière, qui sont trop peu reconnus pour les travaux qu'ils accomplissent, des travaux engagés pour surmonter ces défis. Nous devons également les saluer. Et si aujourd'hui nous voyons des résultats, c'est grâce à ces personnes. Donc merci à vous toutes et vous tous. Enfin, merci à mes chers collègues et chers amis qui sont également ici en coulisses. Et vous pouvez les saluer. Et enfin, merci à nos très bons et talentueux interprètes, dit Madame. Merci beaucoup, Madame. Alors, pour tous ceux qui ont suivi sur tous les fuseaux horaires, merci à vous et au revoir.